Ça, c'est celui des Delphine. Quoi? C'est plus vraiment quoi? On va attendre de près. Souligné, coloré, bien écrit. La merde alors. Mais en plus, on apporte des Si on va essayer de faire la place, c'est quoi, c'est ça? je vois pas la liste. Ça va claver, C'est perdu. Ah non. C'est perdu. Oh, c'est pas grave. On va se débrouiller. Je crois que j'ai lancé un. Ouais. Bon. Alors, on commence l'électrocinétique. Ça vous va? Qu'est-ce que vous savez sur l'électrocinétique? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Rien. Vous savez rien et vous voulez tout savoir. Ah, d'accord. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait d'électrocinétique? Ah oui. Ah oui. Enfin, l'électricité. Le terminal. Terminal. Non. Donc la loi d'Ohm. C'est tout ce qu'on sait. Les condensateurs. Condensateur, bobine. On a justement sur le système plus facile. Un petit peu, non? Diode. Opérateur opérationnel. Amplificateur opérationnel, pardon. Bien. RLC, donc vous connaissez L et C, les condensateurs et bobines, vous aussi? Ça me dit quelque chose. D'accord. Non, mais on va tout revoir, mais c'est. Bon. Bon. Ok. Alors, peut-être on va commencer par rappeler qu'il y a dans l'univers des charges électriques. Donc ça va, il y a des charges électriques. Alors, est-ce qu'on sait d'où elles viennent? D'où elles viennent? Les charges électriques, enfin, c'est une caractéristique de la matière, donc on ne sait pas plus ce que c'est qu'une charge électrique, on sait ce que c'est qu'une masse, enfin qu'un corps ayant une masse. En fait, la charge électrique est un attribut de certaines particules, comme la masse est un attribut de certaines particules. Vous avez des particules qui ont une masse, des particules qui n'ont pas de masse, des particules qui ont une charge, des particules qui n'ont pas de charge. Donc c'est un attribut qui se manifeste dans la nature via les forces que les charges peuvent engendrer et qu'elles peuvent subir. De la même façon qu'une masse, qu'un corps ayant une certaine masse M génère un champ gravitationnel et subit un champ gravitationnel, c'est-à-dire un corps de masse M va interagir avec un autre corps de masse M avec la loi de gravitation universelle. La force que le corps 1 exerce sur le corps 2, c'est donc moins G, M1, M2 sur la distance au carré dirigée dans la direction de 1 à 2, d'accord? De la même façon, deux corps qui ont des charges Q1 et Q2, charges électriques Q1 et Q2, exercent l'un sur l'autre une force, qu'on appelle force électrique ou électrostatique, qui s'écrit alors c'est la même forme, il se trouve que c'est la même forme, Q1 fois Q2 sur R carré fois le rayon vecteur qui va du corps 1 au corps 2. Voilà, ce que j'appelle U1D, c'est le vecteur unitaire qui va l'un à l'autre. Alors, il y a une autre constante. Pour la gravitation, il y a une constante universelle qui vaut grand G, d'accord, 6,10-11 dans le système d'unité internationale. Il y a une constante pour la force électrique, électrostatique. Cette constante, on la note en général 1 sur 4 pi epsilon 0, pour des raisons historiques.
reviendra là-dessus quand on fera l'électromagnétisme. Mais donc voilà, il y a une force de ce type-là. Alors de la même façon que la force de gravitation, on peut l'écrire comme la force que subit le corps 2 est en fait proportionnelle à la masse du corps 2. Donc la force de gravitation que subit une masse m est proportionnelle à m. On peut écrire donc cette force-là comme m2 fois le vecteur g, où le vecteur g, du coup, c'est ça. Et on appelle ça champ de gravitation. Donc ça, on a l'habitude. Champ de gravitation. Donc ça, c'est F égale mg, c'est le poids. D'accord ? De la même façon, la force subie par la charge 2 est proportionnelle à Q2, et on peut écrire ça, Q2 fois un certain vecteur, qui est un champ, de la même façon. En chaque point, il y a une certaine valeur de ce vecteur-là, de même qu'ici, en chaque point, il y a une certaine valeur de G. Donc en chaque point, il y a une valeur de ce champ, et ce champ, on l'appelle champ électrique. Le champ gravitationnel, c'est ce qui se couple à la masse gravitationnelle. On a vu par ailleurs que la masse gravitationnelle était la masse inertielle. C'est un autre problème. Pour ce qui est de la force de gravitation, vous avez les corps, enfin chaque corps, du fait de sa masse gravitationnelle, émet un champ gravitationnel et, à l'inverse, se couple au champ gravitationnel ambiant en faisant cette force-là, enfin en subissant cette force-là. De la même façon, chaque corps, s'il a une charge, émet un champ électrique. Donc voici l'expression. Donc la charge Q1 émet un champ électrique qui vaut ça. Et la charge Q2 subit le champ électrique, là où elle se trouve, par l'intermédiaire d'une force Q2 fois E. Donc ça, on appelle ça le champ électrique, ça, on appelle ça le champ gravitationnel. Donc structurellement, c'est exactement le même problème. Donc, vous vous demandez d'où vient la charge ou qu'est-ce que la charge? Je ne sais pas, personne ne sait. C'est là, on constate qu'il y a dans la nature... il pourrait y avoir des réponses plus savantes liées à des symétries de la nature, mais qui font qu'il y a des charges et qu'elles se conservent. Je vais dire ça dans un instant. Mais donc, c'est une propriété de certaines particules, de certaines entités de l'univers, qui font qu'il y a une force qui se manifeste entre elles de la même façon que de masse. On ne sait pas non plus ce que c'est que la masse gravitationnelle, mais c'est là, voilà, et ça. Même si, encore une fois, une description plus profonde de la physique peut permettre de relier ça à des choses comme l'espace-temps, etc. Mais, donc, il y a des charges électriques, on le prend comme un fait, et il s'exerce entre elles cette force. Alors, vous voyez qu'à la différence du champ gravitationnel, où les masses sont toujours strictement positives, de sorte que la force est toujours attractive, avec ce signe moins, entre les charges, entre les masses. Entre les charges, la force peut être attractive ou répulsive, parce qu'en fait, il y a deux types de charges. Enfin, c'est des charges électriques, mais disons, elles peuvent avoir un signe positif ou un signe négatif, ou bien zéro, auquel cas, il n'y a pas de force électrique. Donc, si vous avez deux charges positives, eh bien, le produit des deux est positif, donc elles vont se repousser. Si vous avez deux charges négatives, le produit des deux est positif aussi, ça va se repousser. Si vous avez des charges de signes opposés, elles vont s'attirer. Voilà. Donc c'est juste un fait de la nature et il faut le modéliser. Alors la première modélisation, c'est donc cette force. Donc ça s'appelle la force de Coulomb. Donc c'est Coulomb qui a identifié la forme, la structure de cette force. Et alors, donc l'autre point, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que les charges électriques se conservent. Donc, conservation de la charge. Donc c'est ça qui est lié à une propriété, à une symétrie fondamentale de la nature, conservation de la charge. Vous vous rappelez le théorème de Noether, on avait vu que la conservation de l'énergie était liée à la symétrie de translation dans le temps, conservation de la quantité de mouvement, symétrie de translation dans l'espace, puis mouvement cinétique, symétrie de rotation, enfin isotropie de l'espace. Bon, il y a une symétrie, mais d'un autre ordre, pas liée à l'espace-temps, qui est associée à cette loi de conservation. Bon, sachez-le, c'est toujours le même type de principe. En tout cas, les charges se conservent. C'est-à-dire, ça se conserve, c'est-à-dire si vous avez un corps chargé, vous
pouvez diminuer sa charge, mais il faut retirer et vous la mettez ailleurs. Enfin, voilà. Donc, on aura l'occasion de voir les conséquences de ça. Donc, la charge se conserve. OK, et alors, quand on fait de l'électrocinétique, puisque c'est donc ce nouveau chapitre, on s'intéresse, comme le nom l'indique, cinétique, c'est la vitesse, le mouvement des charges. Et alors, essentiellement, ce à quoi on va s'intéresser ici, ça va être le mouvement des charges dans des circuits électriques. Parce qu'on a découvert qu'il y a des corps qui sont conducteurs de l'électricité. Corps conducteurs de l'électricité. Donc ça, ce sont des corps dans lesquels les charges peuvent se mouvoir à peu près librement. Donc il y a des charges mobiles. Et, comme vous le savez, il y a aussi des corps isolants dans lesquels les charges ne peuvent pas se déplacer. Mais on va s'intéresser en électrocinétique au mouvement des charges mobiles dans les corps. Et donc, vous avez tous vu un fil électrique. En gros, vous avez un fil de métal. Je le représente un peu gros. Alors, les métaux sont des bons conducteurs. Après, vous avez des semi-conducteurs qui ont des propriétés spécifiques, mais on ne voit pas, je ne vois pas que ce soit au programme. Donc les métaux sont des bons conducteurs et par conséquent, des charges peuvent se déplacer à l'intérieur du métal. Alors en général, dans un métal, comme vous le savez, j'espère, ce sont les électrons qui sont mobiles. En gros, un métal, c'est un réseau d'ions positifs, d'accord, et puis avec des électrons libres de se déplacer, qu'on appelle les électrons conducteurs. Donc il y a des électrons mobiles, et les électrons, comme vous le savez, ont une charge Q, je viens de dire Q petit e, qui est égale à moins E, où E est la charge élémentaire. Donc ça, c'est une propriété fondamentale de l'univers, à nouveau, charge élémentaire. Il se trouve qu'il y a une quantification de la charge, c'est-à-dire qu'on ne trouve dans l'univers que des multiples entiers de ce nombre de charges. C'est-à-dire que, bon, il y a les quarks qui n'existent pas à l'état libre, mais que vous ayez des protons ou des électrons ou n'importe quelle combinaison de matière, vous ne pouvez avoir associé à ces particules élémentaires ou à ces corps macroscopiques que des multiples entiers de la charge. Donc la charge vient par quanta. Alors ce E, vous savez tous, je pense, ça vaut bien 1,6 10-19 coulomb. Alors c'est une unité spécifique. Je crois que j'ai déjà parlé des unités. C'était aussi dans le document que je vous ai distribué. J'ai pas mal commenté l'histoire d'unité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est une unité supplémentaire qui intervient quand on fait de l'électrocinétique, enfin quand on a affaire aux charges. Voilà. Oui, donc l'électrocinétique, c'est l'étude du mouvement des charges. Et on va peut-être tout de suite commencer par définir ce qu'on appelle un courant électrique. Donc ça, c'est une notion, la notion de courant est une notion très importante, très générale. J'aurais préféré faire l'électromagnétisme avant de faire l'électrocinétique, ce qui est plus logique, mais pour des raisons de programme et d'harmonisation avec nos collègues de Jussieu, on est un peu obligé de commencer par l'électrocinétique. Donc, je vais faire appel à des notions qu'on reverra peut-être un peu plus profondément quand on fera l'électromagnétisme. Mais donc, qu'est-ce que c'est qu'un courant électrique? C'est assez intuitif. C'est comme un courant comme un courant d'air, comme un courant d'eau dans une canalisation. Vous avez des charges électriques qui se déplacent et on va dire qu'il y a un grand courant quand il y a beaucoup de charges qui passent. Donc le courant électrique, par définition, alors imaginez, je vais représenter un fil, un grand fil cette fois, voilà, un fil électrique comme ceci, avec une charge Q
avec des charges Q qui se déplacent le long du fil, et ce qu'on appelle courant électrique à travers une surface S, d'accord, donc une section du fil, une section S du fil. Par définition, c'est la quantité de charge qui passe par seconde. Donc c'est dQ sur dk, où dQ c'est la quantité de charge. Quantité de charge électrique, bien sûr. Quantité de charge. Je dirais charge sans préciser à chaque fois charge électrique. Quantité de charge électrique traversant S pendant dt. Évidemment, pendant un temps 2 fois plus long, il passera 2 fois plus de charge. Donc, le courant, c'est combien il en passe par seconde. Donc ça vous donne, effectivement, enfin c'est le terme intensité est bien choisi, ça vous donne une idée de l'intensité de ce courant, la quantité de charge qu'il traverse par seconde. Alors, vous avez plusieurs façons de faire un courant élevé. Vous pouvez avoir plein de charges qui traversent lentement, ou peu de charges, mais qui traversent très très vite, et enfin, il y en a en permanence qui passent. Au total, il y en aura la même quantité qui traverse par unité de temps la section. Alors, comment relier la quantité de charge qui traverse, donc l'intensité, ben justement au nombre de charges au nombre de charges présentes. Alors, et à leur vitesse. Ok. On va faire une hypothèse simplificatrice, mais qu'après on pourra facilement généraliser. Supposons qu'on ait donc étude. Supposons qu'on ait une densité n charge alors n porteurs de charge par unité de volume. Donc j'ai une densité de particules qui portent des charges électriques par unité de volume, et je suppose qu'elles vont toutes à la même vitesse. Alors là aussi, j'ai déjà commis un abus de langage plein de fois depuis le début là. Quand on dit une charge se déplace, on devrait dire un porteur de charge se déplace. C'est-à-dire, une charge, c'est l'attribut d'une particule qui porte une charge. Donc, en toute rigueur, voilà, on devrait dire, comme je l'ai dit là, les porteurs de charge ont une certaine densité de volume. Chacun porte, alors j'aurais dû le mettre avant, Q, charge portée par les porteurs de charge. Et chaque porteur de charge a une certaine vitesse. Alors en pratique, il peut y avoir des tas de vitesses différentes. Je fais une étude où je suppose qu'ils ont tous la même vitesse, tous la même charge, et ils sont présents dans le milieu, dans le fil électrique en l'occurrence, avec une certaine densité. Et donc je pose la question, quelle est la charge qui traverse pendant dt? Donc, dQ, c'est la charge traversant la section S pendant dt. Alors, que vaut dQ? C'est simple. Pardon? JDS. JDS, mais que vaut J? MQS. Bien, mais on va le démontrer.
à moins que tout le monde connaisse ça, JDS, J, non, non, on va le calculer tranquillement. Combien il y a de charges qui traversent pendant dt? Ben, c'est simple, comme toutes les charges vont à la vitesse v, celles qui vont traverser pendant dt, c'est celles qui se trouvaient à une distance plus proche de la surface qu'on veut traverser que vdt. Pendant vdt, toutes les charges parcourent, pendant dt, toutes les charges parcourent la distance vdt. Donc soit elles étaient plus près que vdt de la surface et effectivement elles auront traversé, soit elles étaient plus loin et elles se sont rapprochées de vdt mais c'est pas assez pour traverser. Donc la quantité de charge qui traverse la surface S pendant dt, c'est la quantité de charges qui sont contenues dans un volume de rayon S, de surface S, de section S et de longueur vdt. D'accord? Donc le nombre, donc la charge traversant, ça c'est égal au nombre de charges, donc au nombre de porteurs de charge, pardon, nombre de porteurs de charge dans le volume S fois VDT, d'accord? Ça c'est le volume du cylindre qui traverse, fois la charge de chacun des porteurs de charge. Voilà. Et donc le nombre qu'il y a dans ce volume-là, bah, c'est le nombre qu'il y a par unité de volume fois le volume. Donc c'est N, S, V, dt, et chacun a une charge Q. Donc la charge qui traverse la surface, c'est N, S, V, Q, dt. Moralité, l'intensité du courant eh bien c'est dQ sur dt par définition. Combien de charges traversent pendant dt? Et c'est donc NS. Donc N, je vais noter N, Q, V, S. D'accord? Bon. Alors, là, j'ai supposé que la vitesse était parallèle au fil et que la surface était orthogonale au fil. Je peux généraliser ça maintenant. Ah, peut-être, avant cette généralisation, je vais... Donc, ça, c'est ce que j'obtiens quand j'ai... Oh, si, non, pardon. Je généralise d'abord et après... Donc, je continue mon modèle. Simplement, je suppose plus que je prends une section orthogonale au fil et orthogonale à la vitesse. Donc, je vais prendre, par exemple... Donc je peux effacer là? Ouais? Ok. Juste parce que comme ça, on introduit aussi la notion de vecteur densité de courant, qu'on retrouvera évidemment en électromagnétique. Donc, maintenant, j'imagine une surface S comme ceci, et c'est-à-dire je coupe en biais. Enfin, j'aurais pu couper en biais, là j'ai mis le fil en biais, bon c'est pareil. Enfin, donc j'ai une surface S comme ceci. Je vais même aller plus loin, je vais prendre un petit élément de surface, parce qu'après tout, la quantité de charge qui traverse n'est peut-être pas la même partout sur la surface. Donc je prends un petit élément de surface, élémentaire, et je considère donc des charges, des porteurs de charge Q, ayant une vitesse V qui n'est pas forcément orthogonale à la surface. Donc à la surface, je peux associer un petit élément de surface. Vous vous rappelez, on a déjà introduit ce vecteur surface qui est un vecteur orthogonal à la surface et qui a pour norme la surface en question. Donc ça, c'est le vecteur surface associé à ce ds. Et je me pose la même question, combien de charges traversent? Alors là, en fait, pendant dt, le nombre de charges qui traversent est, eh bien, c'est pareil, hein, c'est le nombre de charges qui sont contenues dans ce volume-là de longueur VDT.
Donc c'est des n, si vous voulez, le nombre de charges qui traversent, c'est donc... alors, c'est la densité, le nombre de charges par unité de volume, fois le volume. C'est le volume du cylindre en biais, si vous voulez. Alors, quel est le volume, là, ici, de ce cylindre? C'est plus VDT fois S. D'accord? Ce serait VDT fois S s'il était dans l'axe. Mais là, du coup, c'est S fois, non pas toute cette longueur-là, mais uniquement cette longueur-là. D'accord? Si vous voulez, ce qui manque là, c'est ce qu'il y a là, quoi. Donc, c'est comme si c'était un cylindre droit, mais de longueur, non pas tout ça, mais juste ça. OK? Vous le voyez? Ouais. Or, que vaut cette longueur-là? Bah, ça dépend de l'angle ici entre V et ds. Si je l'appelle θ, cet angle, cette longueur-là, c'est celle-là, c'est-à-dire VDT, fois cos θ. Donc en fait, le volume, c'est VDT ds cos θ. Et bien ça, en vertu de la définition du produit scalaire, c'est en fait n v scalaire ds dt. Puisque v scalaire ds, ça va donner la norme de n, la norme de v fois la norme de ds fois le cosinus entre les deux. Donc c'est exactement ça. En fait, le nombre de charges qui traversent, c'est n v scalaire ds dt. Et donc la quantité de charge traversant la surface, traversant ds pendant dt, c'est dq égale le nombre de porteurs de charge fois la charge électrique de chacun de ces porteurs, c'est-à-dire petit q. Dans mon hypothèse, ils ont tous la même charge. Par exemple, des électrons, enfin à ce moment-là ce serait Q égale moins E, bah, soit voilà, la charge des porteurs de charge. Et donc ça fait NQV scalaire ds dt. Et par conséquent, j'ai une intensité à travers cette petite surface ds qui vaut NQV scalaire ds. Alors ça, c'est un résultat, enfin, tout simple, hein, c'est juste on a compté les charges qui traversaient, il n'y a aucune difficulté là-dedans, il n'y a pas... Un enfant de 5 ans pourrait trouver ça, hein. Enfin, si on lui explique ce que c'est que la différentielle, mais... Enfin, voilà. Enfin, il y a des charges... Non, mais il y a des charges là-dedans, on regarde quel volume traverse, on sait combien il y a de charges par unité de volume, et donc on multiplie le nombre de charges par unité de volume par le volume, et on a le nombre de charges. Enfin, d'accord, c'est du dénombrement, c'est ça que je veux dire. C'est pas il n'y a pas de calcul, c'est juste on dénombre le nombre de charges qui traversent. Et on a trouvé donc que l'intensité à travers la surface ds s'écrit comme ça. Eh bien, cette grandeur-là, ce NQV, on l'appelle, on le note J et on l'appelle densité de courant. Donc ça, c'est le vecteur densité de courant. Je vais l'écrire ici. C'est une définition. Alors, on le note presque toujours petit j. Donc on va faire pareil. J, par définition, c'est NQV. Ou vous pouvez encore réécrire ce n fois q, c'est-à-dire la densité de porteurs de charge fois la charge des porteurs de charge. Vous pouvez encore l'écrire. Ça, en fait, c'est la densité de charge. La densité de charge électrique. Rose. NQV. Et du coup, le courant qui traverse une surface ds, c'est JDS. Donc, je ne l'avais pas encadré là, je l'encadre là maintenant avec la... c'est J scalaire ds, hein, donc pour prendre en compte l'angle. Évidemment, si le courant est orthogonal à la surface,
D'accord? Si les particules se déplacent orthogonalement à la surface, elles ne vont jamais traverser la surface. Donc vous voyez que le produit scalaire nous donne la bonne grandeur, c'est-à-dire le nombre de charges qui traversent la surface. Donc J scalaire S, si J est orthogonal à ds, évidemment, D égale 0. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ce que je voulais dire d'autre, c'est que donc là, on a supposé qu'on avait un seul type de porteur de charge qui portait tous la même charge et qui allait tous à la même vitesse. Et on a trouvé on a trouvé ça. Maintenant, si en fait on a plusieurs types de porteurs de charge qui ont chacun leur charge, chacun leur vitesse, à ce moment-là, ça va juste s'ajouter au courant. Chaque porteur de charge avec sa propre vitesse va traverser la surface, ça fournit une certaine quantité de charge qui traverse. S'il y a d'autres porteurs, ça va s'ajouter. La charge totale qui traverse la surface, ça va être la somme de tout ça. Donc en fait, quand j'écris J égale NQV, là je fais l'hypothèse que j'ai un type de porteur de charge, ils ont tous la même vitesse et ils ont la densité qu'ils ont. Si j'ai plusieurs porteurs, je vais simplement avoir J qui va être la somme des NI, QI, VI. D'accord? Sur tous les porteurs de charge. Pas de difficulté particulière. Donc en fait, l'étude qu'on a faite dans un cas très particulier, elle peut se généraliser. Tout ce qui compte, c'est vous pouvez encore écrire somme des ρI, VI, où ρI est la densité de charge en question. D'accord? Densité volumique de charge, charge par unité de volume, ce ρ. Vous pouvez donc avoir ça. Et pareil, si vous avez des porteurs de charge de même type, mais qui ont toute une distribution de vitesse, il faut intégrer sur la distribution de vitesse. Chaque vitesse particulière va fournir sa propre contribution au courant total. Et vous faites la somme de tout ça. D'accord? Donc on a juste dénombré le nombre de charges qui traversaient, et comme le courant, on l'a défini comme la quantité de charge par unité de temps, bien on a trouvé ce résultat important, que DI c'est J scalaire ds. Et du coup, alors ça c'est sur un petit élément de surface. Maintenant, si vous avez effectivement un fil qui a une surface étendue, le courant I, je vais appeler... le courant I à travers, donc dans le fil à travers la surface S, ça va être, je vais peut-être la noter sigma, la surface, la grande surface, si vous voulez bien, juste pour l'élégance. Donc le courant I à travers sigma, ça va être la somme des J scalaires ds sur toute la surface sigma. Autour de chaque petit point, il y a un petit élément de surface ds. À cet endroit-là, il y a un certain vecteur densité de courant qui dépend de combien il y a de charge à cet endroit-là, à quelle vitesse, etc. Et donc le courant total qui traverse, c'est la somme de J scalaire ds. Donc ça, on le reverra en électromagnétisme, bien sûr, mais c'est... Enfin, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est parce que, tout simplement, ici, il peut y avoir une certaine densité de courant, puis ici une autre, et donc le courant total, c'est la somme sur tous les petits éléments de surface du DI à travers ce petit élément de surface. Et on fait la somme et on a tout le courant à travers tout. OK? Bon. Alors ça, c'est facile. Et maintenant, on va faire des choses faciles aussi. Mais on va calculer... Alors, en fait, on va faire un peu de mécanique. Je vous propose... Voilà, on va voir maintenant qu'est-ce qui met en mouvement les charges électriques. Et donc, on va relier le courant à ce qui génère le courant, c'est-à-dire le champ électrique, en fait. Alors, pour ça, je vous propose d'abord, parce qu'il va y avoir un petit calcul qu'on aurait dû, si on avait eu le temps, faire en mécanique, mais qu'on n'a pas fait. Et donc, je vous propose en fait un petit exercice de mécanique d'abord, qui n'a rien à voir a priori, mais qui a tout à voir en réalité, bien sûr. Donc, exercice de mécanique. Je fais un petit retour en arrière. Exercice de mécanique.
exercice archi classique, vous avez dû le voir dans les bouquins, vous l'avez sans doute déjà fait tous au moins une fois. Je fais tomber un corps de masse m dans un fluide dont je néglige pas la viscosité, c'est-à-dire que le corps va subir une force de frottement dans le fluide. Et on va calculer le mouvement de ce corps-là. Donc je lâche, disons sans vitesse initiale, un corps de masse m dans un champ de pesanteur g, dans un fluide qui va fournir une force de frottement et je note frottement fluide parce que les seules forces de frottement qu'on a vues ensemble, malheureusement parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tant de choses que ça, c'était les frottements solides, caractérisés par un coefficient de frottement, vous vous rappelez, pour lequel la force de frottement c'était mu, le coefficient de frottement, fois la réaction normale. Alors, dans un fluide, ce frottement n'est pas une bonne modélisation de la résultante de toutes les forces qui induisent le frottement. Une meilleure modélisation est de dire que la force de frottement est proportionnelle à la vitesse du corps. Et je vais appeler lambda le coefficient de proportionnalité. Évidemment, la force s'oppose au déplacement. Donc je vais mettre moins lambda avec lambda positif. Donc ça, c'est une forme très classique de frottement dit fluide, parce que c'est comme ça qu'on peut modéliser à peu près convenablement les frottements d'un fluide. Alors, ça dépend de la vitesse du corps. Si le corps devient très rapide, en général, au contraire, on a une force de frottement qui devient proportionnelle au carré de la vitesse. Enfin, on verra ça peut-être quand on fera de l'électrodynamique, c'est lié à la viscosité, il y a différents modèles. De toute façon, c'est toujours des résultantes de forces microscopiques qui s'exercent entre les particules du fluide et le corps. Mais bon, dans une bonne gamme de vitesses, on peut modéliser le frottement comme une force proportionnelle à la vitesse. Alors maintenant, écrivons les lois du mouvement pour la chute de cette particule dans le fluide. Alors allons-y. M dv sur dt égale somme des forces. Alors, quelles sont les forces? Le poids. Oui, le poids. mg, ça c'est gagné. Le frottement. Le frottement, moins lambda v. Et Archimède. Oui, Archimède. Alors, et Archimède, c'est quoi la force d'Archimède? On n'a pas encore revu, mais... Archimède, je sais plus ce que c'est. Elle va être alors, le frottement, il est par là. Et Archimède aussi, il va être vers le haut. Enfin, ça dépend. Si le corps flotte, bah, dans tous les cas, de toute façon, c'est quand même vers le haut. Pardon. Alors, c'est quoi la force, la poussée d'Archimède? C'est pas à la hauteur aussi. Oui. Je vais noter pi A comme poussée d'Archimède. C'est le poids de l'eau qui refuse du poids B. C'est le poids de l'eau déplacée. C'est ça. Ouais. Donc, si j'appelle ρ0 ou ρo la masse volumique, le vol, donc ça, donc la poussée d'Archimède, je vais l'écrire là. Donc ça va être ρ de l'eau, fois le volume du corps, fois G, et c'est moins G, voilà, parce que c'est opposé, c'est l'opposé du poids du volume déplacé. On reverra ça. C'est l'opposé. Oui. Le poids de l'eau est vers le bas, le poids de l'eau qu'il y avait là-dedans avant qu'on mette la bille. On a chassé de l'eau là. Cette eau-là, elle avait un poids par là. Et en fait, la poussée d'Archimède, c'est la résultante de toutes les forces de pression autour, qui, s'il y avait effectivement de l'eau là, maintiendrait l'eau à l'équilibre. Donc la somme des forces de pression, c'est exactement ce qu'il faut pour maintenir ici de l'eau à l'équilibre. Donc c'est l'opposé du poids de l'eau. C'est aussi simple que ça, poussée d'Archimède. Mais si on fait ρ fois V, c'est la masse de tout le liquide. Non, c'est la masse du poids de l'eau qui a été déplacée, donc fois V, le volume du corps. Oui, oui. Et quelle est la masse du corps?
bah, c'est la densité du corps fois le même volume du corps. Donc en fait, la poussée d'Archimède, en fait, c'est, je peux écrire que c'est ρ de l'eau sur ρ du corps fois la masse, fois mg. Enfin, avec moins, toujours. Non, c'est un G. Hein? Il n'y a pas de G. Pourquoi? Si, ouais. Et donc ça, c'est 1 sur la densité de moins mg sur la densité du corps. Ou la densité moyenne s'il n'est pas homogène. C'est pas important pour moi, là. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, mais puisqu'on y est, on le fait. Mais, donc finalement, je peux mettre en facteur 1 moins 1 sur d, g, moins lambda v. Donc en fait, la poussée d'Archimède revient à changer g en g facteur de 1 moins 1 sur 2. Vous voyez qu'effectivement, si la densité est plus grande que celle, si la densité est plus grande que 1, c'est-à-dire la masse volumique est plus grande que celle de l'eau, ceci est positif, donc ça continue à aller vers le bas. Par contre, si d est plus petit que 1, la résultante du poids plus de la poussée d'Archimède fait une résultante vers le haut, et donc le corps remonte. Bon, peu importe. Donc, vous voyez, ça revient à modifier G en G'. Donc, on s'en fiche. C'était juste pour ne pas oublier cette force-là. Mais l'équation qui m'intéresse, et je vais l'écrire ici, l'équation qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on a m dv sur dt qui vaut mg. Alors, c'est éventuellement un G', si d n'est pas très grand devant 1. Sinon, si vous avez un truc de métal, là, le 1 sur d, il est petit devant 1. Mais bon, en tout cas, ça revient à modifier un peu la gravité, on s'en fiche. Je l'appelle G quand même, ce G', juste pour pas ou si vous voulez, je mets des primes, allez, on s'en fout. dv sur d, voilà, moins lambda v. Donc voici l'équation du mouvement. Voici l'équation du mouvement du corps en chute libre dans un fluide avec une force de frottement fluide. Si on résolvait cette équation, ah ouais, une équation différentielle du premier ordre en V avec un second membre. Donc effectivement, alors je peux, je vais tout diviser par m, donc ça me fait dv sur dt plus lambda sur mv égale g'. S'il n'y avait pas de frottement, on aurait ça, mais il y a un frottement, donc on a ça. Alors comment on résout ça? On trouve une solution particulière et une solution générale sans second membre. D'accord? Alors, la solution particulière avec second membre, spasme, et la solution générale sans second membre. Donc la solution, c'est spasme plus JSSM. Alors, une solution sans second membre. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Solution... Commençons par la solution particulière avec second membre. Eh oui, si V égale mg' sur lambda, à ce moment-là, V est constant, et si V est constant, dv sur dt égale 0, donc ça marche. Donc en fait, la solution générale, la solution particulière avec second membre, c'est que vous oubliez la dérivée, et si ce que vous obtenez est un truc constant, bah vous avez eu raison de virer la dérivée. Donc ça marche, ça marchera toujours quand vous avez des coefficients constants. Vous tuez les dérivées et vous avez la solution. Donc c'est assez pratique. Donc la solution particulière, voilà, ça c'est une solution du mouvement. Si un corps chute dans le fluide ici à cette vitesse-là, effectivement, sa vitesse ne changera jamais. Donc c'est ce qu'on appelle la vitesse limite. Vitesse limite. Qui, si on commence par lâcher le corps à vitesse initiale nulle, va être atteinte au bout d'un certain temps.
En tout cas, on va tendre vers cette vitesse limite, et une fois qu'on l'a atteinte, bah, il ne se passe plus rien, parce qu'il n'y a plus de... La force de frottement compense exactement la force qui met en mouvement, en l'occurrence le poids. Ok, et alors, la solution maintenant générale sans second membre. Je vais couper ces alertes, là, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. Alors, du coup, on cherche cette solution-là. Donc, sans second membre, on a dV sur dt égale moins lambda sur mv. Alors, on va tout projeter sur l'axe z, hein, puisque en fait, toutes les forces sont suivant l'axe vertical. Donc, si je démarre sans vitesse initiale, voilà. Et bien, ça s'intègre à vue. Hein. Ça fait dV sur v égale moins lambda sur dt, qui s'intègre. La somme de ça égale la somme de ça. Ça nous fait log. Alors, si on somme d'un état 1 à un état 2, ou de l'état 0, en fait, à l'instant t, on va avoir log de v à l'instant t sur v à l'instant 0, qui vaut moins lambda t sur m. Enfin, t moins 0. Ok? C'est bon pour tout le monde, ça? Ouais. Ouais. Donc finalement, la solution de cette équation, la sans second membre, c'est v de t, je retire les vecteurs puisqu'on est à une dimension, égale v0 e puissance moins lambda t sur m. Et si vous me permettez d'appeler taux m sur lambda, parce que c'est la dimension d'un temps, manifestement. Dans une exponentielle, on a toujours des choses sans dimension. On peut écrire donc que v de t, je peux remettre les vecteurs, enfin, ça va être... pardon, j'ai mis v0. Ah, mauvaise idée. Non, bien sûr. Ah oui, ça c'est l'erreur. À chaque fois je la fais, cette erreur. Excusez-moi. À l'instant initial, on avait une vitesse nulle. Oui, donc il me manque... Pardon, excusez-moi. Il faut toujours avoir une constante, non? Oui, il me manque une constante ici, pardon. Oui, donc en fait, il ne faut pas que je somme de 0 à l'infini, parce que ça diverge en 0. C'est le problème du logarithme. Donc je vais sommer... Oui, parce que, bien sûr... Non, bien sûr. Ok, excusez-moi. Sinon, on peut le faire brut avec... Non, Pardon? On peut la faire avec l'équation caractéristique de ça, non? Ah non. En posant une solution... Oui, enfin d'accord. En disant que c'est de la forme d'exponentielle, et oui. on pose exponentielle... Oui. Sinon, il faut sommer d'un instant t, par exemple, entre deux instants t, puis ça fait sortir une constante et on implémente la condition initiale. Mais effectivement, ce qu'on voit là, c'est que v, c'est une certaine constante, e puissance, donc moins t sur taux, maintenant que j'ai défini le taux comme ça, hein, donc ça ne change pas. Non, attendez, ce qui me gêne là... Oui, d'accord, et on la remet directement là-dedans. Bon, on trouve en tout cas... Mais à l'instant initial, on est à 0, non? Ça oui, à l'instant initial, on a 0. C'est pour ça donc... On va juste montrer que... Oui, mais c'est pour ça que ça ne va pas. On a 0, mais on a 0 avec plus ça. La condition initiale, il faut l'implémenter sur le total, bien sûr. Donc c'est quand vous mettez plus mg... Je vais le mettre là. Donc vous avez... une certaine constante, e puissance moins t sur taux, plus la vitesse limite, c'est-à-dire moins mg, qu'est-ce que j'ai écrit? Sur lambda. Et mg sur lambda, c'est en fait taux g. D'accord? Donc, je réécris ça comme g taux, qui est évidemment homogène, hein, vitesse accélération fois un temps, avec taux ici. Hein. Excusez-moi, c'est un peu... Voilà. Et donc, la condition initiale, c'est qu'à l'instant t égale 0, on avait une vitesse nulle,
par conséquent, ce A, là, parce qu'à l'instant t égale 0, l'exponentielle vaut 1. Donc le A, c'est G taux. Donc en fait, allez, je me mets là et on a fini. Finalement, la vitesse en fonction du temps, c'est moins... Non, plus, pas moins. Oui, plus. Je sais pas pourquoi j'ai mis moins là, c'est plus. Donc c'est taux G, du coup, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux. Voilà. Donc ça, bon, c'est archi classique, on reverra, enfin, à chaque fois que vous avez une équation du premier ordre à coefficient constant, c'est toujours cette solution-là. Donc on la reverra 1000 fois. En tout cas, voilà, on l'a fait une fois cette fois-ci. Et maintenant, donc, ce que vous voyez, c'est que si vous tracez la vitesse, je vais prendre la norme, hein, on va arriver à G taux, qui est la vitesse limite. Vitesse limite. En fonction du temps. Donc vous avez, à temps infini, ça tend vers 0. Donc on va jusque là. En fait, cette loi-là, si vous regardez, elle a cette forme-là. Alors il faut connaître un petit peu cette structure. Alors la pente à l'origine ici, quelle est la pente à l'origine? C'est la limite quand tu es enfin c'est la dérivée à l'origine. Donc la dérivée de ça, c'est-à-dire de l'accélération, mais bon, v' de t, enfin dv sur dt, c'est donc c'est t sur c'est t, ah pardon, non c'est 1 sur taux, donc c'est g, mais c'est pas ça que je veux, si, d'accord, oui bon bah c'est g, ok. Au début, normal, au début, enfin, on aurait pu le dire tout de suite, au début la vitesse est nulle, donc l'accélération c'est g. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai besoin d'écrire ça. Donc là on a l'accélération qui vaut g. Ah oui, et g, la vitesse limite c'est, on a dit que c'était g taux. Et là on a une pente g. Voilà. Et par conséquent, cette pente, quel est le point là ici? Là où la pente rencontre cette asymptote, eh bien, c'est justement à l'instant taux. Hein. Puisqu'ici, on a G taux, la vitesse limite, oui, et là, on a une droite de pente G. Donc, au bout d'un temps taux, elle se retrouve à G taux. Donc, voilà. La pente à l'origine va couper l'asymptote à l'instant taux. Donc, ça nous donne effectivement l'échelle de temps de montée de la vitesse. C'est l'échelle de temps qu'il faut... Alors, pas exactement pour atteindre la vitesse limite, on est un peu plus bas, mais enfin, c'est la bonne échelle de temps. Au bout de combien de temps on peut considérer qu'on a quasiment atteint la vitesse limite? 5 taux. Alors, effectivement, on a l'habitude de dire 5 taux. Pourquoi? Parce que, bah, faites le calcul, on pourrait se demander au bout de combien de temps on se retrouve à 99% de la vitesse limite. Hein. Alors, si on le fait, donc t tel que V égale Vlim fois 0,99. Sachant que V, c'est Vlim facteur de 1 moins E puissance moins t sur taux. Si on veut que ça soit 0,99, il faut que E puissance moins t sur taux soit 0,01. D'accord? 1%, 1 centième. Et donc, il faut que t soit taux, soit moins taux log de 0,01, c'est-à-dire taux log de 100. Et si vous faites log de 100, ça fait 5 à peu de choses près. Non ça, Ah, Hélène. Oui, c'est ln. Faites-le, log de 2, 4, 8... Ah non, juste... Non, c'est des ln, oui, donc ouais, bah faites-le. Et c'est genre 5. Quelqu'un a une calculette? Log de 100. 5, je sais pas, 4 ou je sais plus. Log de 100. Log de 100, c'est 4,6. Ah, c'est pardon, 4,6. Merci. Donc voilà, au bout de 4,6 taux, on est à 1% de la vitesse limite, donc c'est bon quoi. Grosso modo.
Donc voilà, l'ordre de grandeur que vous avez en tête est tout à fait correct. Au bout de 5 taux, on a atteint la vitesse limite. D'accord ? Donc ça, cette structure, ben, voilà, habituez-vous à ça. À chaque fois que vous avez une équation du premier ordre, équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, c'est toujours cette forme-là. Alors, suivant le signe, on peut décroître vers une limite nulle ou croître. Enfin bon, ça dépend un peu des coefficients, mais enfin, il y a toujours l'exponentielle qui vient là, et on tend vers une limite qui est celle qui est donnée quand on annule la dérivée. Il faut préciser que c'est un régime transitoire. Alors, Un régime permanent. Alors, là, enfin, on lâche la bille, elle tombe à cette vitesse-là. Maintenant, effectivement, vous avez donc, voilà, la somme, la vitesse et la somme, de ce terme-là et de celui-là. Ça, c'est la vitesse limite. Et vous voyez que la différence entre la vitesse et la vitesse limite est quelque chose qui disparaît au bout, sur une échelle de temps tau, et au bout, disons, de 5 fois tau, ça a disparu. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de régime transitoire pour ce terme-là, mais on y reviendra parce que ça dépend un peu des équations. Alors, régime transitoire. C'est-à-dire, si vous imposez une modification au système, il va atteindre un nouvel équilibre et le régime transitoire, en général, disparaît rapidement, quoi. Alors, c'est jamais complètement nul, mais enfin, parce qu'on a une analyse formelle ici. Mais vous voyez que c'est complètement négligeable très rapidement, et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement le régime permanent. C'est le régime qu'on atteint après réajustement du système. Régime permanent. On y reviendra dans un cadre plus général. En tout cas, voilà. Donc, tau, c'est l'échelle de temps au bout de laquelle on peut considérer que le corps se déplace à vitesse constante. Si vous laissez tomber des billes dans l'eau, assez rapidement, en fait, enfin, ça dépend du coefficient de frottement, mais assez rapidement, vous atteignez une vitesse limite. C'est pareil, d'ailleurs, si vous tombez en chute libre, même dans de l'air, vous savez que votre vitesse, en fait, elle ne va pas augmenter à l'infini. À partir de 200 km/h, à peu près, c'est fini, quoi. Oui, il ne faut pas rencontrer le sol. Mais tant qu'on ne rencontre pas le sol, tout va bien. OK? Alors, pourquoi j'ai fait cet exercice-là? Parce que je peux effacer, c'est bon? D'abord parce que c'est bien de le faire. C'est un truc quand même archi classique. Mais surtout parce que maintenant, on va appliquer ça aux électrons dans un fil. Alors, on fait de l'électrocinétique, donc on étudie le mouvement des électrons. Pourquoi un électron se mettrait à bouger dans un fil? Bah, parce qu'il y a un champ électrique. Alors, s'il y a un champ électrique, effectivement, il y a... s'il existe un champ électrique, à ce moment-là, il y a une force électrique qui s'exerce sur chaque charge, qui vaut Q fois E. C'est ce qu'on a revu avant. C'est l'essence même de l'aspect électrique du monde. Voilà, il y a des charges et des champs. Donc, si vous avez un champ électrique, il va s'exercer sur le corps une force QE qui va donc le mettre en mouvement. Donc maintenant, je vais écrire l'équation du mouvement des électrons dans le fil. Alors, je l'appelle charge Q, ça pourrait être autre chose qu'un électron, mais soit une charge, alors un porteur de charge électrique Q, si je devais écrire ça bien, dans le fil, soumise au champ électrique E. Alors, on va écrire son équation du mouvement. M dV sur dt égale QE. Et là, ce que vous voyez, c'est que s'il n'y a pas d'autre force, alors pour les charges, en général, on néglige complètement le poids. Hein. Vous savez que la masse d'un électron, c'est 9,1 10-31 kg. Donc dès lors que le champ E n'est pas complètement nul, le poids est totalement négligeable. Jamais on considère le poids des électrons
dans aucun problème d'électricité, parce que de toute façon, il y a le substrat qui réagit, mais même quand vous avez des électrons libres, c'est très très rare qu'on ait, en tout cas dans vos expériences terrestres, très très rare qu'on ait à considérer le poids. Donc si vous faites ça, vous avez une force constante, donc une accélération constante, et donc la vitesse, elle va croître à l'infini. Évidemment, au bout d'un moment, si vous voulez envoyer à une vitesse colossale un électron dans un fil, dans de la matière, du coup, à un moment, il va se manifester une réaction, il va y avoir un frottement, vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'infini comme ça, bien sûr. Et donc, en fait, d'une façon ou d'une autre, il y a le substrat, le réseau cristallin, le métal, qui va freiner l'électron. Et en fait, on peut modéliser, alors ça c'est un modèle, on peut modéliser cette force de frottement comme quelque chose qui va être proportionnel à la vitesse, donc comme un frottement fluide. C'est une modélisation, mais qui est pas mal. En tout cas, dans un certain régime de vitesse, ce sera une modélisation qui sera tout à fait acceptable. Donc je peux réintroduire le paramètre taux de tout à l'heure, qui était lambda sur V, pour écrire que dV sur dt, c'est QE moins lambda sur mv, n'est-ce pas? Pardon, QE sur m moins lambda sur mv, que je vais noter QE sur m moins V sur taux. C'est le même taux, m sur lambda, juste dimensionnellement. Ce paramètre-là paramètre de frottement peut être mis comme ça fait apparaître une accélération. Donc on a cette équation-là. En fait, les électrons dans le métal sont soumis à la même loi que celle qu'on vient de résoudre pour un corps qui tombe dans un fluide. Et par conséquent, la solution va être la même, et donc je ne vais pas le refaire. Je vais écrire directement la solution ici. La vitesse d'un porteur de charge dans le métal, ça va être la vitesse limite qui va valoir ça, fois taux, pardon. D'accord? Donc, taux Q, taux E sur M, facteur de 1 moins E puissance moins T sur taux. Donc c'est exactement la même expression là, sauf que là c'est Q sur M. Donc vous avez une vitesse limite qui vaut Q taux E sur M, et ça, on le note, enfin ça, le coefficient devant E, on l'appelle mobilité. C'est la mobilité des porteurs de charge. Alors, du porteur de charge, il y a plusieurs types de porteurs de charge, c'est la mobilité. Pour chaque porteur de charge a sa propre mobilité, qui dépend bien sûr de sa charge, mais qui dépend du temps au bout duquel s'établit l'équilibre. C'est-à-dire au bout de combien de temps on atteint la vitesse limite. Quelle est la durée de ce régime transitoire quand on met en mouvement un électron? Au bout de combien de temps, en fait, il se déplace à vitesse constante dans un fil. Mobilité du porteur de charge. Par définition, c'est le coefficient de proportionnalité entre E et E. Donc vous voyez que la vitesse est proportionnelle à E, normal, hein, si on augmente E, il y a une force plus grande et donc ça va aller plus vite. C'est proportionnel, le coefficient de proportionnalité s'appelle mobilité. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, donc on a ce V, et du coup, on a aussi la densité de courant, puisque la densité de courant, vous vous rappelez, c'était NQV. Donc le vecteur densité de courant, par définition, c'est NQV, où Q est la charge de la particule N, et la densité, le nombre par unité de volume de ces porteurs de charge. Et donc ça fait N, Q2, taux sur M, E. Et là, vous tombez sur une loi qu'on appelle la loi d'Ohm locale. Ça, c'est la loi d'Ohm locale. En chaque point du métal, vous avez le courant, la densité de courant qui est proportionnelle au champ électrique. Alors, plus exactement, lorsque on a cette propriété-là, que J est proportionnel à E, on dit que le conducteur est ohmique.
Donc, et puis ça, on note ça. Ça s'appelle la conductivité. Alors on le note sigma ou gamma, ça dépend des fois. J'aime bien sigma, mais il ne faut pas le confondre avec la densité, la charge surfacique, la densité surfacique de charge. Donc voilà, je vais encadrer cette formule. J égale sigma E, ça c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Locale. Locale parce que c'est vrai en chaque point. C'est-à-dire, en chaque point d'un conducteur, vous pouvez avoir un champ électrique qui est différent. À ce moment-là, vous allez avoir une densité de courant qui est différente en chaque point. Mais en chaque point, J est proportionnel à E, avec comme coefficient de proportionnalité ce qu'on appelle la conductivité. Donc, plus le corps est conducteur, plus le courant, la densité de courant, va être grande pour un même champ E. Si en revanche la conductivité est faible, vous avez beau mettre un grand champ E, vous aurez une petite densité de courant. C'est bien la bonne notion. C'est bien une conductivité au sens intuitif. Voilà, donc ça c'est la densité, c'est la loi d'Ohm locale. Et maintenant on va voir tout simplement qu'on en déduit la loi d'Ohm que vous connaissez, U égale RI, dans le cas d'un fil électrique. Ça c'est vrai, j'ai pas supposé, j'ai représenté un fil, mais j'ai pas supposé que c'était un fil. C'est juste, j'ai écrit l'équation du mouvement des électrons quelque part dans un endroit conducteur. Maintenant je vais prendre le cas d'un fil électrique dans lequel je mets un champ. Alors c'est là qu'il faut qu'on fasse le lien entre le champ et les potentiels. Et malheureusement, on n'a pas encore fait l'électromagnétisme. Donc, je vais vous demander de l'admettre. Donc, maintenant, on va faire la loi d'Ohm. Alors, le lien entre le champ électrique et oui, j'imagine ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, oui. Mais est-ce que je peux faire mieux que juste vous le dire? On dit que dérive d'un potentiel. Ouais, le champ E dérive d'un potentiel, et ce potentiel-là, c'est le potentiel électrostatique. Allez, on va l'écrire comme ça, je suis d'accord. E égale moins gradient de V. Donc, on montre en électromagnétisme que le champ E, en tout cas le champ électrostatique, quand il y a des choses qui dépendent du temps, c'est un peu plus compliqué, mais ça ne change pas la vie. E dérive d'un certain champ scalaire qu'on appelle le potentiel électrostatique. Donc ça, c'est le champ électrostatique. Champ électrostatique. Et ça, c'est le potentiel électrostatique. Alors, par définition du gradient, ça, vous vous en souvenez, ou sinon c'est le moment de réviser. Par définition, vous avez donc E scalaire dr qui vaut donc moins, là pour l'instant j'écris juste E scalaire dr, donc ça vaut moins gradient de V scalaire dr, et par définition du gradient, ça c'est dV. D'accord? Vous vous rappelez, la définition du gradient, c'est en fait en quelque sorte la dérivée du champ par rapport à R, par rapport au vecteur d'espace. Donc si on est à une dimension, c'est juste la dérivée par rapport à la variable correspondante. Si on est à un 3D, avec des coordonnées cartésiennes, eh bien sur chaque vecteur de base, vous avez la dérivée par rapport à la variable correspondante. Okay? Bon. Donc maintenant, si on est dans un fil, prenons-le linéaire, prenons le même droit, comme ça. Voilà. Suivant l'axe X. Après, si les courbes, ce sera localement partout. Une courbe, c'est localement droit, donc ce qu'on va écrire là se généralisera.
Donc vous avez un X ici. Vous avez, donc s'il règne un champ E constant dans le fil, en tout cas E quelque part dans le fil, bon, soit constant ou pas, vous avez en fait E qui va être égal à moins dv sur dx ux. Ok? Le gradient, c'est une dérivée simplement. Quand on a une dimension, c'est juste la dérivée par rapport à la variable considérée. Et donc, je vais passer ça, je reviendrai après. Je vais laisser ça pour l'instant. Ok, et par conséquent, alors écrivons le vecteur J. J, c'est n Q2 tau sur M fois E, mais E, c'est moins dV sur dx. Ok. Je me perds en route, mais ok. Donc on va calculer l'intensité maintenant. Donc l'intensité dans le fil, c'est la somme de J scalaire ds sur une section du fil. Combien de charges passe par unité de temps à travers le fil? Bah, c'est ça, ce qu'on a vu avant. Et donc il suffit de mettre J là-dedans. Et donc ça fait moins n Q2, tout ça est constant sur M, donc fois grand S fois dV sur dx. Tout est dans la même direction, donc le produit scalaire fait 1, enfin le cos θ fait 1. Avec les intégrales. Oui, mais j'ai intégré directement sur toute la surface. D'accord? Oui, le dV sur dx, c'est... Le dV sur dx, je suppose qu'il est le même partout. Je suis à une dimension essentiellement. Un fil, c'est un truc à une dimension. Donc ça ne varie pas sur la surface. Sinon, c'est la valeur moyenne. D'accord. Et donc, vous avez finalement, je réécris là, vous avez finalement, alors si vous allez, j'aurais pas dû effacer la figure, si vous allez d'un endroit 1 à un endroit 2, sur une longueur dx ici, vous avez moins dv, c'est-à-dire v de 1 moins v de 2. dv, c'est v de 2 moins v de 1. Donc moins dv, c'est v1 moins v de 2. Et ça, c'est égal à i fois dx fois m. Qu'est-ce qu'il fait là, ce m? Ok. Hein? Ok. Oui, tout ça, on l'avait appelé sigma, en fait. Oui, donc on va l'appeler sigma. Oui, c'était la conductivité, donc je l'ai remplacé là sans grand intérêt. Donc, oui, dx sigma sur S. Hein? Non, le sigma est en bas. Oui, sigma est en bas. Avec le S. Oui, oui, c'est ça. Voilà, voilà, je préfère. Ok. Et donc, pour une longueur L de fil,
on a V1 moins V2 égale L sur sigma S I. Ça, c'est ce qu'on appelle U12. Et ce truc-là, on l'appelle R. Ce que vous voyez, le point clé, c'est que la différence de potentiel est proportionnelle à l'intensité, ou l'intensité est proportionnelle à la différence de potentiel. Mais avec ce petit modèle, qu'on appelle le modèle de Drude, soit dit en passant, pour votre gouverne. C'est le modèle qui consiste à considérer les charges de façon indépendante, ayant toutes, subissant une force de frottement proportionnelle à la vitesse, enfin, toute la petite modélisation qu'on a faite, qui est raisonnable en tout cas, qui est une façon approchée de voir les choses. Et on peut toujours raffiner, mais ça ne changera rien. L'élément essentiel, on le voit bien ici, c'est que la densité de courant est proportionnelle au champ E, et le champ E, je l'avais écrit, c'était là, E c'est dV sur dx, d'accord? Donc c'est ce potentiel-là qui se mesure en volts, je vais y revenir. Le champ E, c'est des volts par mètre. En fait, donc, si vous avez un courant, une densité de courant qui est proportionnelle à E, c'est donc proportionnel à la différence de potentiel. Et par ailleurs, le courant, c'est juste l'intégrale de la densité de courant sur la surface. Donc vous avez le courant qui est proportionnel à la différence de potentiel. C'est l'essence du problème, c'est vraiment ça. C'est que V est proportionnel à E, donc le courant est proportionnel à E, et E, c'est la différence de potentiel. Donc vous avez un facteur de proportionnalité entre le courant et U, ou U et le courant. Ce facteur de proportionnalité, on l'appelle R, résistance, et le petit modèle qu'on vient de faire, le modèle de Drude, permet de calculer explicitement la valeur de la résistance. Et vous voyez que cette résistance, elle est égale en fait à la longueur du fil. Donc plus le fil est long, plus ça résiste, normal, d'accord? Inversement proportionnel à la conductivité, c'est-à-dire mieux ça conduit, moins ça résiste. Et c'est inversement proportionnel à la surface. C'est-à-dire que si vous avez une surface plus grande, ça résistera moins. Au même type de potentiel, il y aura plus d'électrons qui vont passer, et donc il y aura un courant. Si on le voit dans l'autre sens, I c'est U sur R, donc I est proportionnel à S. D'accord? Si vous avez juste une surface 4 fois plus grande, ben, il va y avoir 4 fois plus de charges qui vont passer à la même vitesse limite, puisque ça ne dépend de rien. Donc ça, en fait, c'est complètement trivial. L'intérêt, c'est d'essayer d'évaluer cette conductivité, ou de relier cette conductivité qu'il suffit de mesurer sur un fil, aux grandeurs microscopiques qu'on a ici. Alors, quand on le fait, on trouve en particulier la valeur de taux, qui est intéressante. Alors, je vous ai préparé les petites valeurs numériques là, pour que vous fassiez ce petit exercice. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On va le recommenter, mais donc, application numérique. Et c'est vous qui allez la faire. Qu'est-ce que j'efface? Je sais pas quoi. Ça. Ouais. U égale RI, je peux l'effacer, je pense que vous savez. Alors, je vous donne les valeurs numériques, j'ai noté ça. Alors, pour du cuivre. Alors, la conductivité, hein, le J égale sigma E, c'est, j'ai noté 5,9, 10 puissance 7. Alors, je reviendrai sur les unités après aussi. C'est des Siemens par mètre. Je reviendrai sur les Siemens. Siemens, plus exactement. On parle beaucoup en ce moment de Siemens avec Alstom. C'est lui. Hein. C'est monsieur Siemens. Voilà. Vous suivez les actualités quand même. Au courant qu'il se passe un truc là en ce moment. Bon. Alors, la densité volumique du cuivre. 8,96, 10 puissance 3 kg par mètre cube. La masse molaire du cuivre, c'est pour les chimistes ça. La masse molaire du cuivre,
Ah, moi, je mets du Ouais. La masse d'un électron, 9,10,31 kg. Et le nombre d'Avogadro, vous connaissez. Alors, hypothèse, parce que c'est à peu près vérifié, un électron libre par atome de cuivre. Question, calculer taux. C'est-à-dire le temps de relaxation du phénomène, le temps au bout duquel la vitesse d'un électron dans un fil de cuivre atteint sa vitesse limite. Voilà, donc appliquez le petit raisonnement, le modèle de Drude, là, pour estimer, compte tenu de la mesure de la conductivité du cuivre, quelle est l'échelle de temps de relaxation des électrons dans le cuivre, qui est une échelle de temps caractéristique pour à peu près tous les métaux. Donc ça, c'est un exercice utile. Le résultat est utile, et puis le faire vous permettra de bien ancrer ce modèle. On va peut-être le faire ensemble. Mais, ouais, tout est là. Hein. Donc, on a sigma. Ça, on le mesure, hein, puisque le sigma, donc, c'est directement lié à la résistance d'un fil de cuivre. Je relirai tout à l'heure. On y reviendra. Donc, en tout cas, sigma est mesuré. Alors, donc on cherche taux. On a ça. Hein. On cherche taux. On a la masse de l'électron. On a la charge de l'électron. Donc, il nous faut la densité de porteurs de charge dans le cuivre. Mais on nous dit, donc on cherche taux, je vais l'écrire, taux égale M sigma sur NQ2, d'accord? Donc ça fait masse de l'électron sigma sur E carré. Alors, on cherche donc petit n, mais on nous dit qu'il y a un électron libre par atome de cuivre. Donc il faut qu'on sache combien il y a d'atomes de cuivre par unité de volume. Alors 1 sur n, et donc n, on a dit que c'était le nombre d'atomes de cuivre par unité de volume. Donc c'est la masse, on a ρ du cuivre, donc bah, c'est ρ divisé par la masse d'un atome de cuivre. D'accord? Par la masse d'un atome de cuivre. Et la masse d'un atome de cuivre, c'est la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. La masse d'un atome, c'est la masse d'une mole divisée par le nombre d'atomes dans une mole. Donc ça fait ρ sur la masse molaire du cuivre, là. Ça, c'est la masse de l'électron. J'ai dit fois la masse du... Oui, donc fois le nombre d'Avogadro. Oui. Ouais. C'est ça? Le nombre d'atomes par unité de volume, c'est la masse par unité de volume divisée par la masse d'un atome, et un atome a pour masse la masse molaire divisée par N1. Oui, c'est ça. Et donc, finalement, taux, c'est ME sigma sur E2, ρ du cuivre, nombre d'Avogadro, divisé par la masse molaire du cuivre. À vos calculettes, 9,10-31 fois 5,917 fois ρ du cuivre, 8, donc
8.96, 10, 3. Alors on va tout mettre en SI, faire attention. N1 c'est 16, 10, 23. Il ne faut pas inverser. Ouais, c'est MCU sur rho C'est MCU sur rho N1. Puisque c'est 1 sur N qu'on veut et pas N. Oui, oui. Non, ça c'est N. Oui, mais du coup, nous on veut 1 sur N. Le nombre d'avocats. Ah oui, 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 merci. C'est Oui, juste, oui, oui, oui. c'est juste sur le nombre d'avocats. Juste? Non, c'est de là aussi en fait. Non, non, oui. Ouais, c'est tout ça. Ouais. Ça va se relever. Donc c'est. Ah oui, merci. MCU sur rho N1, c'est ça? Ouais. Donc, fois la masse molaire. Donc, alors attention, 63,5 c'est des grammes, on les veut en kilogrammes, donc c'est 10-3. Divisé par E carré. Donc 1.6, 10-19 au carré. Fois rho. Donc, allez, 9, 10, 3. Fois 6, 10, 23. Alors, calculette. Là, il y a 19 et 19. 38, 38 moins 23. 15. Ah oui, oui, donc moins 15, oui, c'est ça. Donc moins 15 en bas, donc plus 15 en haut. On doute parce qu'il y a un petit puissance 3, non? Ouais, il y a un 3 aussi. En fait, c'est 9, 10, 3, donc on va dire... En 4, pas 10 puissance 4, non? Ça, c'est 10 puissance 4, oui, c'est ça. Donc ça fait moins 11. Donc moins 11 en haut, donc il y a un, donc avec ça... Pardon, moins 11 en bas, donc plus 11 en haut, donc ça fait 10 moins 20. 10 moins 20, donc là, 10 moins 19, là. 19 et 7... 19 moins... Donc 19... Moins 12, moins 15... Moins 15, il y a un 6 et un 6, ça dégage. Moins 15, et donc il y a un 63. Donc ça fait 6, 10 moins 14. Non. 6, 10 moins 15. 6, 10 moins 14. 6, 10 moins 14. Il y en a qui l'ont fait pour de vrai? Parce qu'en fait, c'est ça la réponse. C'est quelques... Alors je l'ai noté. J'ai noté 2,5, 10 moins 14. Ouais, parce qu'il y a 1.6 au carré, ça fait quand même du 2 et quelques. Ouais. Bon, donc 2,5, 10 moins 14. Alors, il faut retenir cet ordre de grandeur. Donc, taux seconde. Alors, le commentaire immédiat, c'est que c'est très bref. D'accord? Donc, quand vous mettez un champ dans un fil, pour faire passer le courant, les électrons se mettent en mouvement sous l'effet de la force électrostatique, F égale QE, mais très rapidement, à cause des frottements sur la matière ambiante, très rapidement, ils atteignent leur vitesse limite. Donc en fait, on est très vite en régime permanent. Le régime transitoire dont vous parliez, là, est vite parti. Donc, du coup, si vous modifiez le champ E, vous le mettez un peu plus, puis un peu moins, puis même vous le mettez dans l'autre sens. Si vous êtes en courant alternatif, le champ E, il va être un coup comme ça, un coup comme ça. Mais très rapidement, en fait, ça suit très vite, quoi. C'est comme si les électrons se déplaçaient en bloc, tous à vitesse constante. Alors évidemment, il y a une distribution de vitesse. Ça reste un modèle où on a supposé que tous allaient à la même vitesse. Ce modèle de Drude, il vaut ce qu'il vaut. Mais enfin, il est très bon pour donner les ordres de grandeur et ça donne une idée intuitive tout à fait correcte de ce qui se passe dans le fil. Donc vous voyez, très rapidement, là, on atteint le régime permanent. Mais néanmoins, quand on travaille à très haute fréquence, c'est-à-dire si vous avez du courant alternatif à 50 Hz, 50 Hz, ça veut dire 1/50e de seconde. Hein. Donc ça, c'est complètement négligeable. Mais enfin, si vous allez sur même du mégahertz, même du gigahertz, c'est complètement négligeable. Mais après, il ne faudrait pas non plus... il y a une limite. Hein. Enfin, vous voyez, ça, c'est 100 THz. Enfin, c'est un truc de fou. Quoi. Donc, on peut vraiment considérer qu'on a atteint le régime permanent à chaque instant. Maintenant, il y a d'autres effets qui sont la propagation le long du fil. On y reviendra. On parlera de l'approximation des régimes quasi permanents. C'est déjà en l'heure ou... Non, il reste une demi-heure. Ouais. Alors,
Oui, alors je termine et en plus, comme ça nous permet d'introduire les unités. Donc retenez la loi d'Ohm locale, J égale sigma E. Ensuite, on a vu, alors ça s'appelle la conductivité. On définit aussi la résistivité. Résistivité, on la note ρ presque tout le temps. Et c'est simplement l'inverse de la conductivité, ρ égale 1 sur sigma. Et du coup, oui, et du coup, on a alors cette loi d'Ohm locale, ça c'est la loi d'Ohm locale, je l'ai réécrit, vous l'avez, c'est pas la peine de l'écrire, loi d'Ohm locale, et donc on passe à la loi d'Ohm globale dans un fil électrique. On a vu qu'on pouvait l'écrire U égale RI. C'est la même loi, hein, juste intégrée sur l'ensemble du fil. Et ici, R, si vous vous rappelez l'expression qu'on avait, on avait S, on avait L, la longueur du fil, fois S, divisé par sigma S. Et donc, R, en termes de la résistivité, c'est ρ L sur S. Ça, c'est une formule qu'il est sans doute bon de connaître. Je ne sais pas pourquoi moi je la connais, c'est sans doute que c'est utile. Parce que je connais très peu de formules. Et R égale ρ L sur S, ça c'est pas mal. Parce que ça c'est intuitivement très parlant. La résistance, évidemment, proportionnelle à la résistivité, mais c'est proportionnel à la longueur du fil, hein, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Plus le fil est grand, plus la résistance est grande, c'est-à-dire plus pour un même courant, la chute de potentiel est grande, puisque ρ c'est 1 sur sigma. Ouais. Et puis donc c'est inversement proportionnel à la surface, toujours pour la raison qu'on disait. Alors, allons-y pour les unités. Ah, et puis on définit aussi G, donc ça s'appelle la résistance électrique. Et on définit aussi la conductance, G, simplement 1 sur R. D'accord ? Alors, les unités. Donc, pour la charge, on a introduit le coulomb. DC, ok. Le courant électrique. Alors, effectivement, on appelle ça des ampères. Avec le symbole A. Et en fait, 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. D'accord ? C'est la quantité de charge qui passe par seconde à travers une surface. Quand il passe 1 coulomb par seconde, on dit qu'on a 1 ampère. D'accord ? On verra quand on fera l'électromagnétisme la définition, le lien entre l'ampère et la mécanique. Enfin, comment on définit une quantité de courant de 1 ampère. Et on en déduira du coup la valeur de la charge de l'électron. C'est rigolo ça. Quoi ? C'est rigolo comment on dit. Ah oui, c'est très rigolo. C'est lié à la force. C'est lié à la force que 2 fils parcourus par un courant exercent l'un sur l'autre. 1 ampère, c'est... Allez, je vous le dis pour le fun, mais on le calculera. Si vous mettez 2 fils parallèles infinis, c'est-à-dire grands, Merci. merci. Dans lesquels passe 1 ampère, et vous les mettez à une distance 1 mètre l'un de l'autre, eh bien, sur chaque mètre, sur une unité de longueur de 1 mètre, sur chaque mètre de fil, il s'exerce entre eux une force de 2 10 puissance moins 7 newtons. C'est la définition de l'ampère.
L'ampère, c'est la quantité de courant qu'il faut faire passer dans deux fils parallèles infinis pour qu'ils s'exercent entre eux une force de 2×10⁻⁷ newtons par mètre de fil s'ils sont distants d'1 mètre. Bon. Bref, c'est une parenthèse à ce stade, mais on verra qu'effectivement, quand il passe un courant dans un fil, ça crée un champ magnétique, que le champ magnétique crée une force sur un conducteur parcouru par un courant, et on pourra calculer cette force, et on verra effectivement que quand on met un ampère, ça fait exactement ça. Mais en fait, c'est l'inverse. On a défini l'ampère pour que ça fasse ça, pour que ça vaille ça. Bon, c'était juste pour l'anecdote, on n'en est pas là. Donc, le coulomb, l'ampère. Alors, la tension, ce U là, qui est en fait une différence de potentiel. Hein. Tension, c'est-à-dire différence de potentiel électrique. C'est-à-dire que le potentiel électrique lui-même, électrostatique, je veux dire plutôt, c'est mieux. Ah, différence, potentiel électrostatique. Donc que ce soit les potentiels ou les différences de potentiel, évidemment, c'est la même unité. Ça, ce sont des volts. Ça, c'est notre grand V. Et un volt par rapport aux ampères. Comment on l'a... Ah ben le volt... Ah non. Ah oui. Oui, Q fois V, c'est une énergie. Q fois V, c'est une énergie. Donc V, c'est une énergie par coulomb. Donc ça, c'est des joules par coulomb. 1 volt, c'est 1 joule par coulomb. Et 1 joule, c'est 1 kilogramme mètre carré seconde moins 2. Donc en tout cas, on peut les relier. D'accord ? Donc en fait, avec juste une de ces grandeurs électriques, on retrouve toutes les autres. Elles sont toutes liées. Donc, mais il faut en introduire une nouvelle, soit le coulomb, soit l'ampère. En général, enfin, dans le système d'unité internationale, on choisit l'ampère. On appelle ça le système, souvent le système MKSA, mètre, kilo, seconde, mètre, kilogramme, seconde, ampère. Donc, ok, les volts pour la tension. Et puis, on a la résistance. Alors ça, ce sont des ohms. D'accord ? Symbole oméga. Alors, un ohm, c'est, vous voyez que c'est des volts par ampère. C'est-à-dire 1 joule par ampère par coulomb, et 1 ampère, c'est des coulombs. Enfin, bref, on peut remanier tout ça, mais voilà, donc pour la résistance. Et pour la conductance, donc c'est des inverses d'ohm, on appelle ça des Siemens, donc. On dit souvent en français Siemens, en allemand ça se prononce Siemens, mais donc le symbole c'est S. Et donc un Siemens c'est 1 ohm moins 1. Un Siemens. Ok ? Voilà. Du coup, la résistivité, quelle est l'unité de la résistivité? Résistivité. Eh bien, la résistivité, c'est un ohm fois une surface divisée par une longueur, donc c'est un ohm mètre. C'est pas un appareil pour mesurer les résistances, c'est pas un ohm mètre, mais c'est un ohm mètre. Donc ça, c'est en ohm mètre. Et la conductivité, c'est ce qu'on avait écrit là tout à l'heure dans le cas du cuivre, conductivité. Du coup, c'est l'inverse de ça, c'est donc un Siemens ou Siemens par mètre, etc., etc. Ok? C'est bon? Alors, on va faire une petite loi des nœuds, loi des mailles, histoire d'introduire un peu... Ah, puis il faut qu'on parle des... Oui, mais avant ça, il faut
des condensateurs et des bobines aussi à un moment. Oui, oui. Faire l'équation de la conservation de la charge. Oui, c'est la loi des mailles. Des nœuds, c'est la loi des nœuds. Ok. Alors, vous voulez dire d rho sur dt plus div de j? Ah non, je vais pas le faire tout de suite ça. Non, parce que c'est pas utile pour l'électrocinétique. Je vais garder ça pour l'électromagnétisme. Parce que sinon, il faut introduire la divergence et là, c'est pas... Non. On n'a pas besoin en électrocinétique. Par contre, la conservation de la charge se traduit dans la loi des nœuds qu'on va voir tout de suite. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait là? Ça va? C'est clair? C'est facile? Oui. Ouais. C'est pas des moments et des produits vectoriels dans tous les sens. C'est quand même autre chose. Ok. On va faire... Ok, combinaison de résistance. Ah, non. On va d'abord faire la loi des nœuds. La loi des mailles, c'est encore plus trivial, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, c'est utile, mais il n'y a rien à démontrer. La loi des nœuds. Donc ça, je pense que vous le savez déjà, si vous avez un fil qui bifurque, et vous avez un courant I ici, et puis qui se subdivise en deux courants I1 et I2, je pense que vous savez tous que I égale I1 plus I2. Et ça, c'est totalement trivial. Disons, c'est une conséquence triviale de la conservation de la charge. Pourquoi? Parce que le courant, c'est la quantité de charge qui traverse par unité de temps. Une section du fil. Donc section S, section S1, section S2. Alors, c'est lié à la conservation de la charge et au fait qu'on est dans un régime quasi permanent. Alors, je reviendrai plus en détail plus tard sur le régime quasi permanent, mais vu ce qu'on a dit aujourd'hui, on va quand même pouvoir préciser un peu. Vous connaissez ce sigle ARQP, approximation des régimes quasi permanents. Des fois, on dit ARQS, approximation des régimes quasi stationnaires. L'un ou l'autre, c'est... Hein? AE. C'est quoi? Des états quasi stationnaires. Bon. Ah oui, c'est autre chose. Alors, l'idée c'est que si vous avez des charges qui rentrent là-dedans et que vous êtes en régime quasi permanent, c'est-à-dire qu'il y a partout enfin, non, je vais le dire autrement. Si vous êtes en régime quasi stationnaire, c'est-à-dire qu'à chaque instant... non, comment on peut dire? Pardon. Conservation de la charge. Donc, s'il y a des charges qui rentrent là-dedans, soit elles sortent par là, soit elles ne sortent pas par là. Si elles ne sortent pas par là, ça veut dire que dans ce volume-là, voilà, pardon, je n'ai pas préparé mon coup, donc je tâtonne un peu, mais voilà. Vous prenez une section du circuit, voilà, tout ça. La loi des nœuds dit que toutes les charges qui rentrent sont égales aux charges qui sortent. Si ce n'était pas le cas, s'il y a plus de charges qui rentrent que de charges qui sortent, ça veut dire que la quantité de charge là-dedans, elle va augmenter, puisque la charge se conserve. Et donc, vous n'êtes pas en régime stationnaire si la charge va. Donc, en régime stationnaire, dans chaque région
dans chaque portion de circuit, vous avez une certaine quantité de charge, elle est ce qu'elle est, elle reste ce qu'elle est, puisqu'on est en régime stationnaire. Donc à chaque fois qu'il rentre des charges, il y en a autant qui sortent. D'accord? Donc, la quantité de charge qui rentre ici, par définition, pendant dt, c'est I dt. dq égale I dt. Et la quantité de charge qui sort ici, ben, c'est dq1 qui vaut I1 dt. Enfin, c'est ce qui sort. Et ça, c'est dq2 égale I2 dt. Donc, dq égale dq1 plus dq2, ça se traduit en I égale I1 plus I2. D'accord? Donc ça, c'est sortant. Et ça, c'est entrant. Plus généralement, en fait, un circuit aussi compliqué que vous voulez, la somme des courants entrants égale 0. Tout ce qui rentre dans un volume, c'est 0. C'est-à-dire ce qui rentre égale à ce qui sort. Enfin, moins ce qui sort. Tout ce qui rentre dans un volume, c'est 0. Donc si vous avez ici I1, I2, I3, etc., la somme des I, indice I entrant, je vais mettre in égale 0. Alors évidemment, le courant est une grandeur algébrique. C'est-à-dire que quand vous représentez quand vous choisissez le sens du courant dans un circuit, vous ne présagez pas du sens effectif du mouvement des charges. Ce I peut être négatif. Si I est négatif, ça veut dire qu'en fait, les charges vont par là. Mais en réalité, c'est même des charges plus qui vont par là. I, c'est dQ sur dt. Okay. Quand on s'intéresse à la quantité de charge qui traverse une surface, la question c'est dans quel sens. Donc il faut choisir un sens. Donc quand vous avez un fil électrique, vous l'orientez, vous dites je compte positivement quand des charges plus vont par là. Et donc si vous définissez le courant I comme la quantité de charge qui traverse la surface, vous devez orienter le circuit pour dire je compte positivement les charges positives qui traversent par là. En réalité, vous savez bien d'ailleurs que dans un fil électrique, dans du cuivre par exemple, ce sont les électrons qui se déplacent. Les électrons sont porteurs de charges négatives. Donc quand le courant est positif par là, en fait les électrons remontent le courant. C'est une charge moins qui traverse dans le sens opposé, ça fait comme si c'était une charge plus qui traversait dans le sens. Okay. Je ne reviens pas trop là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ah oui, l'addition des résistances. Alors, allons-y. Et on s'arrête. Résistance en série, résistance en parallèle, et j'arrête. Bon, ça, c'est complètement évident. Donc, vous savez qu'on modélise les résistances comme ça. Donc ça, c'est la modélisation des circuits maintenant. Vous avez les circuits donc filaires pour lesquels on considère que la résistance est nulle. On considère en général que dans un fil, la résistance est nulle. Et on regroupe toutes les résistances dans des blocs comme ça. Alors évidemment, il y a aussi un peu de résistance là, mais dans un fil, la résistance du fil lui-même est en général beaucoup plus faible que la résistance des dipôles, des éléments électrocinétiques qu'on met dans le circuit. Alors, que vaut la résistance globale de cet élément de circuit? Bah, c'est simple, je vais appeler ça A, ça B et ça C. J'appelle I le courant qui passe. Alors, en régime quasi permanent ou quasi stationnaire, s'il passe I là, il passe encore I là, et il passe encore I là. Parce que sinon, encore une fois, il y aurait une accumulation de charges. Le truc, c'est qu'en régime quasi permanent, les charges bougent toutes en bloc.
c'est aussi lié au fait que si vous variez par exemple la tension, ça va varier l'intensité, mais on a vu que le temps de relaxation c'était 10 puissance moins 14 secondes, donc très très rapidement, la variation de courant va s'établir à sa valeur nominale, et elle va se propager de proche en proche à peu près à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire si vous changez ici le champ électrique là, ça va changer la valeur du courant. Il va falloir un certain temps avant que les électrons d'ici sachent que le champ a changé, et donc il faut aussi qu'ils s'adaptent, etc. À combien de temps ça met à se propager? Grosso modo, ça va à la vitesse de la lumière, parce que c'est les ondes électromagnétiques. Enfin, c'est la modification du champ électrique E qui se propage de proche en proche. Et donc, sur une longueur de 1 mètre, ça met combien de temps à se propager, l'information, à la vitesse de la lumière? Delta T, c'est la longueur divisée par la vitesse de la lumière. Et ça, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, grosso modo. Donc, ça va, sur 1 mètre, ça va faire 3 10 moins 9 secondes, à peu près. Donc, c'est-à-dire que, bah oui, c'est 3 nanosecondes, quoi, sur 1 mètre. Donc, même si vous modifiez le champ électrique et donc le sens du courant, l'intensité du courant, à une fréquence de l'ordre je sais pas, même de 100 MHz, l'information sera parvenue à l'autre bout du circuit, si ça fait quelques mètres, avant que c'est notablement changé ici. Donc l'approximation des régimes quasi stationnaires implique pas forcément qu'on soit vraiment stationnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui varie. Ce qu'on veut, c'est que ça varie moins vite que le temps qu'il faut pour que l'autre bout du signal soit au courant que ça a varié au début, quoi. D'accord? Donc l'échelle de temps de stationnarité, c'est l'échelle de temps qu'il faut pour uniformiser tout à l'échelle du circuit. Et donc tant qu'on est même sur du mégahertz, ça va très bien. Enfin, sauf si on a des circuits de plusieurs kilomètres. Donc je reviens là pour dire que dans un régime quasi stationnaire, ça ne veut pas dire que I ne va pas dépendre du temps. I peut dépendre du temps, mais pas assez vite pour que ce ne soit pas le même courant partout. Voilà. Du coup, c'est le même courant partout. Et alors, si c'est le même courant partout, je peux écrire ici la loi d'Ohm, qui me dit que VA moins VB, c'est R1I, par définition. La différence, hein, quand on écrit VA moins VB, c'est la différence de potentiel entre là et là, c'est-à-dire c'est UAB. C'est R1I. Et par ailleurs, ici, j'ai VB moins VC qui vaut R2I. La différence de potentiel, c'est-à-dire la tension entre B et C, vaut R2I. Par conséquent, il suffit que j'ajoute ces deux équations pour obtenir VA moins VC égale R1 plus R2I. Donc quand je mets deux résistances en parallèle, tout se passe comme si j'avais mis une seule résistance entre A et C qui aurait pour valeur R équivalente égale R1 plus R2. D'accord? Ok? Bon, c'est la loi d'addition des résistances en série. Et maintenant, en parallèle, résistance en parallèle. Je note comme ça, vous m'excusez. Alors allons-y. Donc, voilà, j'ai un circuit comme ceci. Je mets une résistance R1. Une résistance R2. J'ai un courant I qui arrive là, le même courant I qui part là, parce que si je considère ce bout de circuit, ce qui rentre doit être égal à ce qui sort, ou la somme de ce qui rentre doit être nulle. Donc c'est le même courant là et là. Par contre, là, le courant d'électrons peut se subdiviser en deux parties, I1 et I2. D'accord. Et puis là, c'est évidemment le même I2 et le même I1, d'accord. Parce que, disons, par exemple, dans ce bout-là,
tout ce qui rentre là doit sortir là. Donc c'est bien le long d'un fil, même si vous mettez des composants, le long d'un fil, c'est toujours le même courant. Et donc là, on a la loi des nœuds, I égale I1 plus I2. Et maintenant, on va écrire la différence de potentiel entre A et B. Je vais mettre A ici. A et B. Alors, il n'y a pas de chute de potentiel le long des fils, la résistance est nulle pour les fils eux-mêmes, toute la résistance est concentrée dans ces deux composants. Donc je peux écrire que VA moins VB alors VA c'est le même que c'est V d'ici et VB c'est le même qu'ici. Donc c'est R1I1. Et par ailleurs, VA, c'est le même potentiel qu'ici, VB, c'est le même potentiel que là. Donc je peux par ailleurs écrire que VA moins VB, c'est aussi R2I2. Et maintenant, j'écris la loi des nœuds, qui me dit que I, c'est I1 plus I2, c'est donc VA moins VB sur R1 plus I2, c'est-à-dire VA moins VB sur R2. Et j'en déduis que I, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2, facteur de VA moins VB. Autrement dit, VA moins VB égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois I. Et donc, je peux l'écrire RI, U égale RI, avec un R équivalent ici, dont l'inverse est la somme des inverses des résistances. Sur R équivalent, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si vous préférez, R équivalent, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Ça vous rappelle pas un truc d'hier, ça? La masse réduite, bien vu. Masse réduite d'un système à deux corps, c'est l'inverse de la somme des inverses. Exactement pareil. Le produit divisé par la somme. Donc tout ça, en fait, tout ce composant-là, enfin, toute cette portion de circuit peut être remplacée, du point de vue de ce qu'il y a à l'extérieur, par une résistance équivalente. Tout ça, c'est comme s'il y avait juste ici la résistance équivalente qui est l'inverse de la somme des inverses. Voilà. Vous savez tout sur les résistances. On s'arrête là ?